Donc on parle des sub-agents et notamment de cet usage qu'on peut voir sur Twitter et je sais que beaucoup de personnes ont la FOMO de ne pas utiliser les sub-agents de cette manière et j'ai une très bonne nouvelle dans cette vidéo, c'est parce que c'est la pire manière de coder avec Claude Code, c'est d'utiliser des sub-agents pour faire 25 trucs en même temps, tout ça pour se retrouver avec une interface comme ça, mais en réalité, il n'y a pas de résultat. Et pour comprendre pourquoi, on va parler de tous les désavantages d'utiliser les sub-agents et définir des termes à tout ce qui se passe ici. Donc, ce qui se passe de base, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le master. Le master ou le main, on va l'appeler main, un peu comme GitHub, c'est un peu comme une branche. Ok, il y a la branche main et ça va être le chat. Quand on ouvre un terminal comme ceci et que je viens dans le chat écrire Claude Code, ici je suis dans le chat principal. Et quand je lui pose une question, eh ben, il est capable de me répondre à X ou Y question. Donc pour faire ça, on est dans ce qu'on appelle le main thread, la discussion principale. Chaque discussion va avoir son contexte, son claude.md, son système prompt, c'est MCP tool, et ensuite on va faire un prompt et on va avoir la réponse, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe quand on utilise un sub-agent? Donc c'est ça qui est la question intéressante, c'est que quand on vient utiliser un sub-agent, ça vient entre guillemets créer une sorte de copie, enfin ça vient de créer un nouveau thread comme ceci avec un prompt. Et ce sub-agent, il va avoir exactement la même chose. Il va retrouver le claude.md, le système prompt, les MCP tools, les agents, mais il va avoir sa propre conversation. Et il va n'avoir aucune information, le sub-agent n'a aucune information sur ce que tu as fait précédemment. Tout ceci n'existe pas. Il commence avec uniquement 3 informations qu'on peut voir juste ici. Donc ça, c'est en analysant le code. On a le sub-agent type. Donc, si tu n'utilises pas un type custom, c'est general purpose. Et ensuite, tu as une description et un prompt. Ce prompt, c'est les seules informations qui vont venir rentrer dans ce qui est le sub-agent. Ensuite, le sub-agent, ça va être une boîte noire dans laquelle tu as peu de visibilité, qui va venir faire des actions et ensuite qui va te retourner un résultat comme ceci. Et toi, ce que tu vas voir à la fin, c'est uniquement un résultat comme ceci. Tool use, donc ça c'est le résultat et ça va t'écrire les différentes informations. Par exemple, on va faire tout de suite un exemple pour voir un peu ce qui se passe. Maintenant, je vais faire /clear ici et je vais lui dire utilise un agent pour rapidement chercher des informations sur le pricing de l'API de GPT-5. Et donc là, on peut voir qu'il a utilisé mon agent et on voit task, GPT-5 API pricing, blablabla, prompt, cherche le machin, cherche ça, cost per token, ça. Focus on official OpenAI source and recent assertion, retourne blablabla. Donc là, on peut voir qu'il a fait cette recherche et que maintenant, en fait, sous le capot, on voit que lui, il fait des fetch. Le problème qu'on a avec ces sub-agents et pourquoi je conseille de limiter leur usage au truc que je vais t'expliquer juste après, donc reste bien sur cette vidéo jusqu'à la fin évidemment, que ici, quand on a un sub-agent, tout ceci c'est une boîte noire. On n'est pas capable de le modifier, on n'est pas capable de lui dire quoi faire. Il va avoir un input juste ici, il va avoir un output. Et entre l'input et l'output, ici, on n'est pas capable de le stopper. On ne peut pas lui dire arrête-toi, fais autre chose, non, c'est pas ça que je veux, etc. On n'est pas capable de lui donner du contexte manuellement parce qu'en fait, on va devoir prompter le main agent pour qu'il prompte le tool. Donc, on ne peut pas lui donner du contexte manuellement. Et s'il modifie du code, on a très peu de visibilité sur ce qu'il fait. Donc, entre guillemets, dès que tu lances un sub-agent, soit tu le laisses aller de A à Z, soit tu le stops. Mais à l'instant où tu le stops, ça va complètement arrêter le sub-agent et donc tu vas perdre tout le travail qui avait déjà été fait, ce qui est évidemment problématique. Donc là, on peut voir qu'il a terminé et qu'ensuite, on peut voir ici la réponse de l'IA en tapant le raccourci CTRL-R qui permet de voir tous les détails. Donc là, on peut voir tout ce qu'il a fait. Il a fait un web search, 2 web search, 3 web search, 4 web search. Ensuite, il a vu, voilà les pricing details, blablabla. Ensuite, il a fait une nouvelle recherche, puis là, Agent Response. Ce que voit notre main agent, c'est uniquement ça. Agent Response, voilà le prix, etc. Blablabla, les sources,
et tout ce que tu veux. Et donc là, ici, voici les informations en résumé et il a eu la réponse. Donc ça, c'est le fonctionnement des main agents. En ayant toutes ces informations, on peut voir que les screens, comme on a juste ici, typiquement faire autant de choses en même temps, ça ne va pas donner des super résultats. Notamment ici, le Product Engineer, réussir à faire du code, ça va être une très mauvaise idée parce que tu n'as aucune vision sur ce qu'il fait, tu auras peu d'historique, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Customer Manager, ça c'est un peu bullshit. Managed Service Engineer at, je sais même pas à quoi ça sert. Et ici, Customer Support. À quoi sert le Customer Support? Voilà, donc ce genre de post Twitter qu'on a juste ici, qu'on a tous vu, où il nous dit on est dans la meilleure time du history, Cloud Code Sub-Agents permettent d'organiser tes agents comme une startup team. C'est du pur bullshit et ça sert pas à grand chose en réalité. Mais alors, à quoi servent ces sub-agents et quand est-ce qu'on peut vraiment les utiliser à faire quelque chose d'utile? Eh bien, ils ont quand même quelques areas d'utilité. La première chose importante, c'est que grâce à leur contexte qui sont séparés, eh ben en fait, on va pouvoir leur injecter et on va pouvoir leur demander de faire des recherches sans polluer notre main thread. Okay, c'est-à-dire que si on lui demande de rechercher des informations sur, par exemple, la librairie TanStack Query pour faire un bon usage de TanStack Query, ou plus compliqué, on va faire plus simple, on va faire sur Next.js parce que Next.js c'est assez grand. On va faire recherche sur Next.js. Le problème de faire ça dans le main thread qu'on a juste ici, que j'ai biffé, c'est que du coup, dans son historique de conversation qu'on va avoir juste ici, eh ben, il va venir utiliser beaucoup de contexte, plein de tools, plein de choses. Et par exemple, on va dire, hein, tout ça, ça va être juste pour rechercher des informations sur Next.js. Et donc, lui, il va se retrouver avec des résumés de sites web, des outputs, etc. Alors que tout ce qu'on a besoin, c'est de savoir un seul truc sur Next.js. Et donc, on n'a pas besoin de tout ce contexte. Donc, ce qui vient se passer ici, c'est qu'on pollue ce contexte avec tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si à la place de ça, eh ben, on vient tout simplement, ici, l'utiliser, tool Next.js Research. Donc, un outil qui permet de faire des recherches sur Next.js. Et bah, à la place de tout ça, tout ce qu'il va avoir dans son contexte, hein, donc on pourrait encore agrandir tout ça parce que ce serait bien plus grand par rapport aux tools et ce serait des tools principalement au web search, etc. Bref, vous comprenez l'exemple. Ça sert à rien de faire un truc d'architecte, développeur plus. Et bah, au lieu de faire tout ça, et ben on vient transformer avec uniquement ceci. Et donc, la seule chose qu'il va avoir dans son contexte, ça va être le prompt. Donc ici, il va y avoir le prompt qui va être passé dans le tool et il va y avoir le résultat qui va être passé juste ici. Et donc, on évite d'utiliser tout ça comme contexte et on passe à uniquement cette recherche. Alors, comment est-ce que je pourrais faire un exemple concret de ce premier usage et après, je t'en expliquerai un autre. Par exemple, ici, on est sur le repo CodeLinks. On va prendre celui-ci, il est très simple. On va lancer Cloud Code juste ici et on va lancer /agent comme ceci. On va créer un nouvel agent dans les projects comme ceci. Generate with Cloud, expert to search about Next.js documentation using context 7 and web fetch web search. Et donc là, on lui dit, bah voilà, c'est un expert pour venir faire du Next.js, etc. Blablabla, bla, bla, ce qui permettra ici de lui dire, voilà, tu as la documentation, tu as Context 7, et tu vas créer ton agent comme ceci en utilisant l'outil qui est juste ici. Donc moi, on peut voir que dans ce projet, j'ai pas de configuration Cloud très poussée, donc c'est parfait, ça va laisser un truc assez vide. Et donc là, on a créé notre agent qui est expert. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire attention quand vous faites des agents? La première chose qu'il faut faire très attention, c'est que toute la description qui est juste ici, elle va être ajoutée dans le contexte des tools de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, chaque fois que tu t'envoies un message, elle reçoit un système prompt avec les tools et tout ceci va être envoyé comme ceci directement dans l'IA. Il faut savoir que faire une description aussi verbeuse ne sert pas à grand chose.
Et donc, pour voir un petit peu combien de contexte ce prompt nous prend, on peut voir que le Next.js Doc Expert, il prend 289 tokens. C'est-à-dire, dans chaque message qu'on va envoyer, il y a 289 tokens qui vont être là pour ce Next.js Expert. Est-ce qu'on a besoin d'autant de tokens? Je pense pas. Et c'est pour cette raison que moi, je diminue tout ça en enlevant tous les exemples. Alors, ça va donner des moins bons résultats, mais moi, je préfère instancier l'agent manuellement et avoir moins de tokens qui viennent polluer. Et plus tu as du token qui n'a rien à voir, et bah plus ça sert à rien. Donc là, on est passé de 252 à 72 tokens. En général, l'IA va être quand même très capable d'utiliser notre outil. Ensuite, you are a Next.js expert, search strategy, information retrieval, parfait, response quality, pourquoi pas, project alignement, snippet scope. Ce que tu peux rajouter aussi, ici, c'est output. You should provide code example. You should give all the link that you use from the documentation. Comme ça, ici, on lui précise qu'est-ce qu'il doit retourner, ok? Et donc là, on lui a ajouté plein d'informations, ok? Juste ici, c'est assez cool de lui avoir donné autant d'informations. Et lui, ces informations, ce contenu de Markdown ne va pas polluer notre thread principal. Il va être utilisé dans le thread secondaire. Donc ici, je ferme ça et j'ouvre et je lui dis, je souhaite ajouter des open graph image généré directement avec Next.js. Hop là, on va fermer tout ça. Je souhaite ajouter... Pourquoi il m'affiche in Next.js Doc Expert? Bon, on va le... Voilà. Je souhaite ajouter des images générées directement par Next.js dans mon code. Fais des recherches sur comment ajouter des OG images programmatiquement pour mes pages. Et... ensuite, implémente cette feature pour les pages Begin React en utilisant ici Next.js Agent Doc Expert. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on va être capable de venir faire cette recherche. Donc, est-ce que je peux mettre tout ça en full screen? Il va lancer le Next.js Doc Expert qu'on a fait ici. On peut voir qu'il le lance avec le task, prompt, recherche. J'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Regarde la documentation, donne-moi les files structures, comment créer les best practices, les codes examples et reste focus sur la dernière version de la documentation comme ceci. Donc là, il nous a envoyé tout ça. On peut voir que ça initialise. Et là, on peut voir par exemple large MCP response, 18 000 tokens qui peuvent facilement, parce qu'il a utilisé Context 7, et ben nous justement, ce genre de problème, on n'a pas de souci parce que lui, il reste dans son propre contexte, il vient pas flouder notre contexte, et tout ce qu'il va faire, c'est de venir nous prendre un input, donc on a vu le prompt juste avant, et il va venir nous retourner une réponse, et cette réponse, elle va ensuite pouvoir être utilisée par notre main agent, donc la main conversation ici, pour réaliser la tâche qu'on lui a demandé. Et donc là, il a terminé. On peut voir qu'il a utilisé 56 000 tokens. Ça serait presque 25% de notre contexte si j'avais utilisé directement le chat. Et donc là, maintenant qu'il a la réponse, alors on peut le voir peut-être juste ici. Alors je ne suis pas sûr. Voilà, on peut voir toute la réponse qui est là. Donc elle est un peu longue. Donc hop, agent response. Basé sur la réponse, bah voilà, tu peux créer open graph image, mais tu peux aussi créer des TSX. Si tu crées des TSX, tu peux récupérer toutes les données avec cet exemple. Tu peux récupérer le course, tu peux utiliser des styles comme ceci, blablabla. Et on peut voir qu'ici, il a réussi à venir nous retourner tout ça et il a créé un fichier Open Graph. Alors c'est dommage qu'il n'ait pas utilisé Tailwind, mais ici évidemment on est dans l'exemple. Le but c'est juste de montrer l'avantage d'utiliser un agent pour diminuer le contexte. Donc en fait ça c'est un vrai usage de l'agent. C'est donc ici cet agent avec cet exemple, c'est éviter de polluer le main agent. Donc le main agent qui est notre conversation principale. Et donc exemple de ça qu'on a vu, c'est par exemple un Next.js Research. C'est aussi un agent que moi j'utilise beaucoup, c'est Web Search. Donc si on regarde dans mon dossier Claude, j'ai pas beaucoup d'agents, mais j'ai par exemple Web Search juste ici. Donc ça permet d'avoir un agent qui va s'occuper de faire des Web Search. Il pourrait aussi avoir des Explore Codebase ou Explore Backend par exemple, mais on pourrait faire un Explore Codebase. Comme ça, lui, il va explorer la codebase, récupérer que les informations utiles et les retourner dans ton main thread. Donc tous ces exemples ici,
Ça rentre dans le éviter de polluer le main agent example, ok? Gardez à l'esprit qu'il faut toujours lui préciser un output. Donc, quand vous utilisez l'agent juste ici, on va toujours lui préciser, alors je sais même pas comment fermer cette page. On va toujours lui préciser un output, on va pouvoir lui donner du contexte juste ici et garder une description courte. Préférez appeler vos agents à la main plutôt que de les appeler de manière programmatique. Maintenant, quel est le deuxième exemple de main agent? Et d'ailleurs, avant de passer au deuxième agent, si tu as envie d'avoir tous mes agents, tous mes prompts, toutes mes commandes, etc. J'ai récemment release ces CLI comme ceci. Et donc, c'est un CLI que tu vas pouvoir installer comme ceci. Et en lançant la commande bunix Cloud Code Setup, tu vas pouvoir directement profiter de toute ma config qui va ajouter les shell shortcuts comme une validation, custom statue light, mes commandes, mes agents, mes output styles et mes notification sound. Donc, tout ça ajouté instantanément. Et pour ça, tu peux aller sur iblueprint.dev/cc-cli pour récupérer mon CLI en 5 secondes pour setup Cloud Code comme un pro. Donc, n'hésite pas à en profiter. Ok, maintenant on passe au deuxième usage très pratique. Ça va être pour faire des tâches définies qui bénéficient d'être en parallèle. Ok, parce que l'avantage des agents, c'est qu'ils vont être capables de faire des tâches en parallèle. Et donc ça, c'est très très puissant. Un exemple tout simple que j'ai mis en place juste ici dans Now.ts. Now.ts qui a reçu une énorme mise à jour, les amis, par rapport à Claude en général et qui reçoit pas mal de nouvelles commandes, notamment une commande autofix et sniper que j'ai juste ici, que vous pouvez évidemment voler parce que je suis dans l'abondance du vol. Mais ici, on a une commande qui vient autofix, TypeScript, Prettier et ESLint. Donc je lui dis, bah voilà, tu es un agent, ton objectif c'est de résoudre toutes les erreurs. Tu vas lancer ces commandes, ensuite tu vas fix toutes les erreurs. Mais pour fix toutes les erreurs, tu vas d'abord split les erreurs par area, donc généralement des folders. Et ensuite, tu vas lancer Sniper. Donc ici, j'ai donné exactement le nom de l'agent. Pour each area, Sniper Agent doit être lancé avec une liste spécifique de fichiers. Sois sûr que l'agent a maximum 5 fichiers. Dans la description de chaque agent, ajoute autofix file 1, file 2, file 3. Et dans le prompt, tu lui donnes tous les fichiers avec les erreurs qu'il y trouve. Ensuite, j'ai lancé un sniper. Donc, le sniper ici, je lui dis, bah voilà, il doit prendre en paramètre la liste spécifique des fichiers et toutes les erreurs qu'il doit corriger. Et ensuite, ici, bon, l'input, ça sert à rien parce qu'il n'a pas ceci. L'action, eh ben, il va d'abord utiliser read pour lire tous les fichiers et ensuite, il va les update. Et l'output, il va retourner la liste des fichiers modifiés avec comme exemple file 1, file 2, file 3. Donc ça, c'est le output. Tu es optimisé pour être rapide et faire exactement ce qu'on te demande. Donc, je vais mettre pause et je vais ajouter des règles et je vais te montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça. Donc là, on peut voir que j'ai rajouté une dizaine d'erreurs dans mon code ici en faisant des grosses erreurs de typo. C'est pas très grave. Je vais juste te montrer du coup l'utilisation de l'agent pour par exemple faire ça. Donc là, je vais lancer la commande autofix pour réaliser la commande que j'ai faite. Donc là, on peut voir qu'il a trouvé toutes les erreurs qui ont été et il a créé des areas. Donc ici, avec 2 erreurs, 2 erreurs, 3 erreurs, 3 erreurs et 12 erreurs ici. Alors ça, je ne sais pas comment il a trouvé 12 erreurs ici. Ah voilà, c'est... Et donc là, il a lancé Sniper autofix avec exactement le nom des fichiers, 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 nom des fichiers. Il vient exactement suivre ce que je lui ai demandé juste ici parce qu'il va lire le fichier. Évidemment, là, j'avoue que le nom page.tsx, j'avoue que là, il y a un petit problème de prompt. On peut voir, parce que les pages.tsx, il en a tellement qu'il va prendre 1 heure pour modifier ça. Donc voilà, encore une fois, le prompt engineering, c'est aussi de la modification au fil et à mesure du temps. Slash file path 1.ts. Comme ça, ici, tu vas voir que juste en rajoutant ceci, voilà, hop là, slash source file path 2.ts 3.ts. Donc là, il y a juste l'interface de Cloud Code qui est buggée, il n'y a pas de souci, mais tous les agents se sont à peu près terminés. Il y a juste l'agent getUser qui doit être terminé, et là j'ai rajouté le fixe qu'il doit donner le path complet, hein, sinon c'est l'enfer. Ou sinon, en fait, ici, c'est pas très important de donner le file path, mais c'est surtout dans les erreurs qui sont juste ici. Donc là, il a terminé de lancer tous les agents en parallèle. Bon, l'interface a un peu bugué, mais boum, il a terminé. Ensuite, il relance les commandes en suivant le workflow, évidemment, que je lui ai prescrit.
Il relance le workflow, il a les commandes. S'il voit qu'il n'y a plus d'erreur, juste ici, on peut voir que l'INTS n'a pas d'erreur, format pas d'erreur. Et donc là, il va nous dire, bah voilà, c'est super, on a terminé tout ça et on a terminé le process. Et donc là, faire des tâches définies en parallèle. Donc typiquement, le sniper, donc qui est tout simplement un outil code qui va modifier des fichiers précis. Parce que tâche en parallèle veut aussi dire qu'il faudrait surtout pas qu'un agent commence à mettre à jour des fichiers qui sont gérés par d'autres fichiers. Et c'est pour ça que moi, je lui donne des prompts très précis sur quel fichier il doit modifier. À ce moment-là, ça va faire que le sniper, et c'est pour ça que je l'ai appelé sniper, c'est parce qu'il vient sniper des modifications précises de fichiers, et ben, il va toujours effectuer ses propres fichiers. Et ici, j'ai le main agent. Donc, ce qu'il faut voir en fait, c'est qu'ici, on a le main agent avec la commande /autofix qui va venir orchestrer des sub-agents sniper de manière très précise. Et la commande autofix est directement liée au sniper dans le sens où c'est la commande autofix qui définit clairement ce que le sniper doit faire ou pas avec le bon prompt, etc. Et donc, c'est une sorte de combo des deux qui fait le workflow autofix qui permet ici de auto-fixer les erreurs avec le main agent. Donc ça, c'est le deuxième usage des agents qui est, entre guillemets, plutôt utile, qui te permet ici de venir faire des actions avec la modification de code où tu viens utiliser le parallèle. Les autres exemples du parallélisme, ça pourrait être par exemple pour faire des web fetch, des web search, la même chose. On va utiliser plusieurs agents pour faire des recherches. Et sinon, ce que je déconseillerais, c'est typiquement sur le screen que j'ai mis, je ne sais pas trop où, c'est d'utiliser des agents pour faire des recherches sur l'App Store et tout ça. Ça ne sert pas à grand chose. Le mieux dans ce cas-là, c'est de lancer plusieurs main agents. Donc là, on va lancer main agents 1, main agents 2, etc. Ça va te permettre de beaucoup plus monitorer ce qu'ils font et d'avoir les informations sur ce qu'ils ont fait, etc. Donc ça, c'est pour l'usage, entre guillemets, simple des sub-agents. Si tu t'inscris dans mon cours mlv.sh/AI pour accéder au AI Blueprint, on peut voir qu'il y a encore des utilisations plus compliquées des agents où ils viennent créer de la documentation pour ton main agent et qui retournent le lien de la documentation, comme ça elle persiste, etc. Bref, il y a pas mal d'usages avancés, mais cette vidéo est déjà bien trop longue. Elle devait durer 5 minutes et je suis parti en vrille directement. Voici pour ces sub-agents. Si tu as aimé, like et abonne-toi. N'hésite pas à aller dans le premier lien dans la description, mlv.sh/AI, ou tous les autres liens pour venir profiter du contenu avancé que je propose qui va t'offrir énormément de valeur. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.